Bonjour et bienvenue sur le débat Capital. Pour cette dernière émission avant l'été, consacrée à l'automobile en France, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de la Ligue contre la violence routière, Madame Chantal Perrichon. Bonjour Madame. Bonjour. Ainsi que Maître Éric Decomont, avocat du barreau de Paris, spécialisé depuis 1984 dans la défense des droits des automobilistes. Bonjour monsieur. Bonjour. Et tout de suite, notre première question. Un an après la mise en place des 80 km/h sur les routes départementales par le gouvernement d'Édouard Philippe, les départements vont finalement pouvoir choisir de revenir ou non à l'ancienne limitation suite au vote d'un amendement au projet de loi d'orientation des mobilités. Cette dernière doit encore être promulguée pour que les départements reviennent aux 90 km/h, mais 7 d'entre eux comptent aller au bout de l'expérimentation à l'été 2020 avant de se décider. Responsabilité trop importante, logistique trop complexe, voire coût trop élevé, les conseils départementaux ne manquent pas de critiques à l'endroit du gouvernement. Et on a envie de vous demander, Madame Perrichon, trouvez-vous normal que l'État laisse au département le choix du retour aux 80 km/h? Absolument pas. Il s'agit d'un pouvoir régalien, en l'occurrence, et il s'agit de protéger effectivement l'ensemble des citoyens. Et c'est un problème d'intérêt général, bien évidemment. Donc si cette mesure elle a été prise, c'est parce que pendant 3 années consécutives, et une 4e mauvaise année qui était elle qui stagnait, nous avons eu 3 années d'augmentation de la mortalité. Et nous assistions absolument effarés devant le fait que le gouvernement précédent ne faisait rien. Et suite à cela, en fonction de rapports qui ont été présentés par les experts du Conseil national de sécurité routière, le Premier ministre a priorisé cette mesure, qui était une mesure de rupture, bien évidemment. Et nous souhaitions effectivement, et nous souhaitons que cette expérimentation, qui a un cap quand même de 2 ans, soit poursuivie. Et nous déplorons également que le Président de la République maintienne une expérimentation lorsqu'il s'agit de l'ISF pour 2 ans, mais que finalement, il ne souhaite pas la maintenir avec la même rigueur lorsqu'il s'agit de protéger la vie des Français. Alors, pour nous, il est évident que, parce qu'effectivement nous travaillons avec des experts, nous n'avons pas la science infuse, nous savons depuis tant d'années, et parce que nous avons lu tous ces documents, que lorsque vous baissez la vitesse dans tous les pays du monde, vous avez toujours une baisse du nombre de tués et une baisse des blessés. C'est la raison pour laquelle il nous semblait absolument indispensable que cette mesure soit prise, puisque sur ces routes bidirectionnelles sans séparateur médian, c'est là qu'il y a la majorité des accidents mortels. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des cartes l'année dernière sur 91 départements français où nous avons pu montrer sur 91 départements ce qu'il en était de l'accidentalité. Lorsqu'on regarde le Cantal, par exemple... Excusez-moi, je vais vous couper parce qu'on va rentrer dans le détail justement de ces mesures-là et vous pourrez à ce moment-là nous montrer, nous donner vos chiffres. Alors je vais juste demander à Éric Decomont la même question. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'État laisse au département le choix? C'est la moindre des choses. D'abord parce que c'est la promesse du président de la République. Je vous rappelle que quand il avait très peur des Gilets jaunes, dont il faut se rappeler que l'une des motivations principales pour lancer le mouvement, dont on a vu ce qu'il a entraîné comme conséquence sur l'ensemble du territoire français, et notamment en matière économique d'ailleurs, c'est le 80 km/h qui a été l'un des principaux détonateurs de cette action. Et quand il a eu très peur, Monsieur le Président, il a dit on va revoir la mesure et on va redonner aux acteurs locaux qui connaissent le mieux, bien entendu, les particularités des routes bidirectionnelles, la possibilité de revenir aux 90 km/h. Pas une obligation, une possibilité, en fonction de la détermination de chacun. C'est donc la promesse présidentielle qui est aujourd'hui tenue, qui est tenue avec regret par un Premier ministre qui a fait de ce 80 km/h son espèce d'obsession personnelle et qui est à l'heure actuelle mis en vigueur dans le cadre de la loi sur les mobilités, qui n'est pas encore votée totalement, avec le maximum de choses trappes possibles pour essayer soit de faire peur au président de conseil départementaux en disant « vous allez être responsable de tous les morts qu'il pourrait y avoir sur les routes à cause du 90, de la remontée au 90 ». Et en plus, c'était évoqué pas plus tard qu'hier dans un journal quotidien, des difficultés techniques telles qu'on a vraiment le sentiment qu'on est en train de mettre en place un système pour empêcher les présidents de conseils départementaux de bénéficier de cette possibilité intelligente. J'ai encore dit une fois, ce n'est pas une obligation, c'est juste une possibilité, en fonction des routes et de l'accidentalité sur ces routes-là,
cette possibilité de revenir finalement à ce qu'a promis le président. Je ne peux pas laisser dire que les Gilets jaunes, au départ, ont manifesté contre le 80 km/h. Il suffit de regarder la presse, d'avoir une histoire dans notre mémoire, et on voit qu'au départ, c'est l'augmentation des taxes et le problème du coût de la vie. Et là, effectivement, nous pouvions le comprendre. C'est la raison pour laquelle, en décembre 2017, j'étais allée voir avec un expert le directeur de cabinet adjoint de M. Hulot. Et lorsqu'il m'avait parlé en décembre 2017 de l'augmentation des taxes, je lui avais dit que c'était absolument injuste parce qu'il y avait des gens qui avaient un salaire qui ne leur permettait pas d'avoir effectivement ce budget grévé par une augmentation de ces taxes. Et nous avions demandé la baisse des limitations de vitesse. Nous n'avons pas été entendus et on voit ce que c'est devenu. Et ensuite, ce que nous pouvons constater, c'est que les Gilets jaunes ont été instrumentalisés par des groupes politiques qui ont fait en sorte que le 80 est arrivé effectivement sur le devant de la scène. Mais au départ, en mi-novembre, on ne parlait pas du 80. Moi, je trouve qu'on est dans une situation formidable. On n'a plus de radars, ou beaucoup moins qu'avant, et on a de meilleurs résultats qu'avant. Et les radars qui sont mis hors d'état de fonctionner, c'est-à-dire par exemple qui sont enrobés, mais qui ne sont pas détruits, et qui continuent à mesurer les vitesses, même si quand ils flashent, évidemment, ça ne donne absolument rien, disent que les automobilistes roulent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'ils roulent de plus en plus vite. Et ben, les photos ne peuvent pas être prises, bien sûr, mais ils roulent de plus en plus vite, moyennant quoi l'accidentologie s'améliore. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument continuer comme ça, c'est-à-dire qu'à la limite, peu importe 80 ou 90 km/h, supprimer les radars, c'est beaucoup mieux, il y a moins de morts. Alors évidemment, vous avez entendu M. Castaner, il y a quelques mois, qui s'est plaint, qui avait la larme à l'œil en disant « On m'a pris 700 millions, ma cassette. J'ai 700 millions de moins dans ma caisse parce que je n'ai pas pu racketter les automobilistes pendant 6 mois comme je le faisais d'habitude. » Bon, ça c'est effectivement la vraie question, c'est de savoir si effectivement on veut améliorer la sécurité routière ou on veut améliorer la sécurité rentière, c'est-à-dire le fait de faire rentrer, je vous rappelle, 1 milliard d'euros par an dans les caisses de l'État grâce au radar. Ce n'est pas négligeable. Malheureusement pour eux, ça marche beaucoup moins bien. Et ce que je crois qu'ils n'ont pas compris avec ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental. Moi, je m'intéresse à la sécurité routière depuis 40-45 ans à peu près. Et c'est la première fois, vous entendez bien, c'est la première fois depuis 45 ans que je vois des radars dégradés sur une échelle nationale. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 40 ans, 44 ans, tout ce que vous voulez, il y a eu des automobilistes qui ont accepté le principe du radar, et notamment des radars automatiques depuis 2003, où on en a couvert le territoire. Et là, d'un seul coup, il y a eu une prise de conscience. Ils se sont dit, ah ben en fait, c'est juste pour pénaliser les ploucs des territoires, là, comme on dit quand on est à l'Élysée, du bon côté du périphérique. C'est juste pour ramener de l'argent à l'État. Donc, on va plus se laisser faire, et au fait, un radar, on peut l'empêcher de marcher. Je n'ai pas dit mettre le feu, hein, mais j'ai dit juste simplement l'emballer, et on l'empêche de marcher, on ne se fait plus racketter, on ne se fait plus prendre 1 milliard d'euros dans les poches chaque année, moyennant quoi la sécurité routière va plutôt mieux. Il y a moins d'accidents que l'année dernière. Donc moi, je vais vous donner une suggestion, supprimez tous les radars, et puis mettez ce que vous voulez, comme limite 70, 60, 50, 40, comme vous voulez. Écoutez, le résultat, il est formidable. Il n'y a plus de radars, et on se tue moins. Alors, c'est génial, non ? Il faudrait revenir sur des chiffres précis. Le CEREMA, qui est le centre d'études qui s'occupe, avec les observatoires de vitesse, de relever les vitesses de ces derniers mois, tout simplement, montre que 59% des conducteurs français respectent les limitations de vitesse. Quand vous dites qu'il y a une explosion de conducteurs qui ne les respectent pas, vous allez à l'encontre de tous ces observateurs de vitesse qui... C'est M. Castaner qui l'a dit. Non, c'est pas M. Bah si, c'est M. Castaner qui l'a dit en janvier. Je parle de l'observatoire des vitesses, je parle du CEREMA. Si on ne peut plus faire confiance au ministre. Non. Il y a d'une part M. Castaner qui parle des radars qui ont été détériorés, et qui dit qu'ils fonctionnent. D'autre part, il y a ce qu'on appelle les observateurs de vitesse qui montrent que 59% des Français respectent les limitations de vitesse. Je vais essayer de terminer ma phrase. Ça en fait 40 qui ne respectent pas, on est bien d'accord. Maintenant, vous dites supprimons les radars.
je suis d'accord avec vous. Et remplaçons-les par des voitures banalisées avec des radars embarqués. Ça évitera les dégradations parce que vous avez l'air d'être très soucieux finalement du denier de l'État et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc si ces radars sont embarqués, il n'y aura plus de vandalisme, il n'y aura plus de dégradation et ça évitera effectivement une perte au niveau du budget. Alors maintenant, lorsque vous dites la cassette, on a l'impression que l'État se promène, une espèce de fantasme avec des grandes poches dans lesquelles il se promène pas, il attend à Bercy. Sauf qu'il attend à Bercy avec ses grandes poches extraordinaires. Sauf que vous oubliez toujours qu'avec ce presque milliard de PV qui proviennent de l'argent des radars, vous avez en face ce que coûte l'insécurité routière. Et là, c'est 50 milliards d'euros. Et là, ce sont plus de 6 millions de journées perdues en ce qui concerne la sécurité sociale, parce que la route, c'est la première cause de mort dans le monde professionnel. Donc ça a un coût au niveau de l'économie. Il faut le rappeler. Et je rappellerai également que cet argent, il sert notamment à la maintenance des radars, à remplacer ceux qui ont été vandalisés par des gens qui sont des asociaux complets. Et effectivement, ça sert pour l'infrastructure. Alors oui, évidemment, c'est de l'argent, mais bien évidemment, c'est de l'argent qui a permis de sauver 40 000 vies depuis 2003, ce qui n'est quand même pas rien. Supprimons les radars, comme ça il n'y aura plus besoin d'avoir de l'argent pour les entretenir. Mais on va et la preuve est faite, que depuis qu'ils sont effectivement plus en état de fonctionnement, on a moins de morts sur les routes. Nous sommes d'accord pour la suppression des radars. Donc supprimons les radars. Est-ce que vous êtes, Monsieur de Caumont, est-ce que vous êtes pour ISA, Intelligent Speed Adaptation, ou le LAVIA, puisque c'est la fin des radars? Est-ce que cette technologie vous agrée, puisque maintenant les constructeurs ont évolué et ils vont le mettre dans tous les véhicules autonomes, parce que ce sera obligatoire. Les véhicules autonomes ne pourront pas aller au-delà des vitesses maximales. Alors, finalement, on pourrait être d'accord tous les deux. Vous êtes pour le LAVIA ou ISA, puisque l'Europe parle d'ISA, et à ce moment-là, il n'y aura plus de radars. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je suis déjà pour le fait que, tant qu'à faire des véhicules qui sont adaptés, qui se mettent automatiquement aux vitesses qui sont imposées, qu'on prenne un exemple intelligent, c'est celui de l'Allemagne qui leur permet de circuler à vitesse libre sur les autoroutes. Et depuis 45 ans que leurs vitesses sont libres, alors que nous, on est limité à 130. Ils ont moins d'argent dans leur caisse, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas de radar sur les autoroutes. Mais bizarrement, ils sont plutôt en bonne forme économique et en bonne santé physique, parce qu'évidemment, sur les autoroutes, ils démontrent tous les jours que ce n'est pas la vitesse qui tue, c'est beaucoup d'autres causes. D'ailleurs, on le sait sur les autoroutes françaises, que la vitesse n'est pas la première cause d'accident. Il y a beaucoup d'autres causes d'accident qui passent avant. Mais je vais vous dire, sur un plan général, personnellement, je suis opposé, parce que je suis un individualiste forcené, je suis pour la liberté individuelle à tout prix, et je suis totalement opposé à tout ce qui peut permettre à Big Brother de décider à ma place et d'agir à ma place. Donc, bien évidemment, vous ne me trouverez pas parmi les défenseurs de tous les systèmes qui permettent de faire en sorte de décider à la place de l'automobiliste, y compris, et c'est le cas du véhicule autonome, en cas de situation d'accident, parce que personnellement, je ne fais pas confiance à un véhicule automatique pour décider ce qu'il faut faire, s'il faut écraser une grand-mère ou écraser deux cyclistes en cas de pépin. Personnellement, je préfère avoir mon libre arbitre. Non, j'espère qu'on n'y sera pas si tôt, mais on y vient. On parle beaucoup de l'automobile autonome, mais elle ne sera pas là d'ici 10-20 ans avant. Donc là, les discussions qu'on a... ça va passer vite, 10 ans. J'avais fait le pari que nous aurions l'Allemagne qui arriverait tôt ou tard dans la discussion. Ça fait à peu près 30 ans. Et vous avez gagné. Eh bien, j'ai gagné. C'est-à-dire que c'était facile comme pari. Parce que systématiquement, vous nous servez l'Allemagne et vous oubliez de dire que sur la portion inférieure, moins importante, des autoroutes qui ne sont pas limitées, et bien sur cette portion-là, il y a 2 à 3 fois plus d'accidents. Regardez les autoroutes françaises. Vous ne vouliez pas de radars sur les autoroutes françaises, puisque pourquoi des radars? Nous avions 527 tués en 2002 et nous en avons eu 273 en 2007. C'est-à-dire que systématiquement, ça suit la descente, il y a des contrôles de vitesse, n'a rien à voir avec l'arrivée des radars. Et vous étiez contre. Ça fait 40 ans que ça descend. Et regardez ce qui s'est passé pour la baisse. Et les chiffres étaient même meilleurs en 2002 qu'à partir de 2003 et de l'arrivée des radars. Alors là, franchement, il faudra qu'on regarde les chiffres ensemble. Ah oui, tout à fait. Mais vous ne les regardez pas suffisamment. C'est quand M. Chirac en a fait une grande cause nationale que ça a commencé à baisser. C'est prouvé. La technologie des radars fixes est obsolète. Est-ce que, par exemple, parce qu'on a compris pour les radars, mais est-ce qu'il faut aussi interdire l'utilisation des applications anti-radars comme Coyote ou Waze qui permettent de prévenir, en fait? Alors,
Bien évidemment, et même si M. de Caumont est contre toutes les technologies, je gage qu'éventuellement il ne sera pas contre celle-là. Tout simplement parce que les technologies nous qui voulons... restreignent la liberté individuelle. Voilà. Eh bien là, en l'occurrence, progrès. En ce qui concerne... Oui, parce que sinon vous me seriez encore la bougie avec la voilà, position que vous avez. Du cheval, au lieu donc de faire de la malgré moto. tout, en ce qui concerne ces avertisseurs, tout simplement, eh bien ça crée de l'inégalité entre les conducteurs. Tout simplement, il y a ceux qui ont des technologies qui vont les avertir de la présence des radars et les autres non. Et il faut rappeler que lorsqu'il y a eu des attentats dans notre pays, vous aviez des abrutis qui, au volant, signalaient la présence des forces de l'ordre, alors qu'effectivement, ils étaient en train d'essayer d'arrêter ceux qui étaient auteurs d'attentats. Donc on voit bien qu'il y a un moment... Il faut quand même veiller à ce que les gens aient un comportement social. Alors nous avons obtenu, en nous battant vraiment, qu'il y ait l'interdiction de signaler la présence des forces de l'ordre lorsqu'elles font des contrôles au bord des routes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toujours la vitesse, ça peut être l'alcool. Et il faut quand même combattre l'alcool dans ce pays. Eh bien, malgré tout, vous avez des gens qui... Oh, c'est tellement formidable, soit je fais l'appel de phare, je suis tellement fier de moi, soit je vais utiliser mon WhatsApp. Parce qu'effectivement, les policiers et les gendarmes qui sont là risquent de sauver la vie de mes proches, ma vie. Donc, c'est effectivement un comportement parfaitement asocial. Monsieur de Caumont. Alors, il y a au moins un point de convergence, bien sûr. C'est que quand il s'agit d'opérations tendant à la sécurité nationale ou au grand banditisme, il est effectivement désolant que des opérations de ce type puissent être perturbées, voire empêchées par le fait que la présence des policiers est signalée. Moi, je vais vous dire, posons-nous la question, si les forces de police et de gendarmerie étaient utilisées à faire ce qui est nécessaire, ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment de l'État, bien entendu, et de la paix publique. Et si on ne les avait pas dévoyées depuis 40 ou 50 ans, en leur faisant faire du racket organisé à la demande des gouvernements contre des gens qui sont de bons citoyens, des gens qui ne sont pas des braqueurs, qui ne sont pas des terroristes, qui ne sont pas des gangsters, à ce moment-là, la question ne se poserait pas. Si on ne voyait des gendarmes sortir que pour courir après les voleurs, quand on était dans les cours d'école, les gendarmes et les voleurs, je pense que la question ne se poserait pas. Simplement, depuis des années et des années, on les a encore une fois mis sur le bord des routes à faire effectivement une répression idiote. Les automobilistes ont développer des réflexes, et donc ils se préviennent par des appels de phare qui sont d'ailleurs déclarés légaux depuis 45 ans en la matière par la jurisprudence, par d'autres moyens beaucoup plus élaborés et techniques qui signalent effectivement, par exemple, tous les radars fixes qui sont installés en France et qui d'ailleurs ont été publiés dès le départ par des cartes que faisait le gouvernement, pour bien démontrer qu'il ne s'agissait pas de pièges pour racketter les automobilistes, mais bien d'éléments de sécurité routière. Et eux-mêmes publiaient les cartes. Maintenant, il y a des appareils automatiques qui le font pour eux. Encore une fois, ça me désole effectivement de voir que la solidarité entre automobilistes peut avoir comme effet pervers de faire échouer des opérations contre le grand banditisme, par exemple. Mais il faut se poser la question de savoir qui a commencé, où est la poule et l'œuf. Bon, donc, à l'heure actuelle, on est effectivement dans un système où, par définition, les automobilistes, c'est logique, tous les gibiers se défendent contre leurs prédateurs, contre leurs racketteurs. Donc, à un moment, de toute façon, les appels de phare, ce qu'on appelait les détecteurs de radars à une époque, les appareils qui repéraient les radars, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui avec les systèmes Coyote ou autres, par exemple. Et effectivement, ces systèmes d'entraide entre automobilistes, il y a eu la CIBI à une époque déjà lointaine. De toute façon, c'est une loi naturelle. Le gibier s'adapte à son prédateur. Donc, par définition, les rackettés s'adaptent aux méthodes des racketteurs. Et je voulais dire une chose. Tout à l'heure, Mme Perrichon disait, l'idéal, ce n'est pas les radars automatiques sur le bord des routes, c'est des radars embarqués dans les véhicules, banalisés. Ce qui existe déjà, d'ailleurs, qui a même été délégué à des sociétés privées, d'ailleurs. Bon, ce qui, en matière d'abandon du pouvoir régalien, pose aussi une question, d'ailleurs. Mais le vrai problème, c'est de savoir ce que recherchent les pouvoirs publics. Si vous recherchez à faire de la sécurité routière, on va partir d'un postulat, c'est que les contrôles qui sont effectués en matière de vitesse, d'alcoolémie, de feu rouge, de n'importe quelles autres infractions, n'ont qu'un objectif, c'est de réprimer les comportements dangereux et de dissuader leur réitération. À mon avis, c'est le principe de base. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez arriver à ce résultat-là, vous faites quoi? Vous mettez des policiers dans des véhicules banalisés ou pas, sur le bord des routes, dans la circulation. La fameuse police de la route qui a disparu depuis des dizaines et des dizaines d'années en France et que tout le monde, vous avez bien entendu, tout le monde réclame
que ce soit les ligues de défense des victimes ou que ce soit les défenseurs des automobilistes. On est tous d'accord, on voudrait voir des policiers et des gendarmes, dont ça serait le métier, qui, à longueur de journée, seraient dans le trafic à traquer les comportements dangereux. Ça, c'est un moyen intelligent d'identifier un infractionniste, de le sanctionner, de l'empêcher de conduire potentiellement pendant un certain temps et de lui donner envie de ne pas recommencer. Et puis il y a la deuxième solution qui a été mise en place depuis 2003. Et les radars automatiques et les véhicules banalisés avec des radars embarqués, ça procède exactement de la même logique financière et non pas sécuritaire, à savoir que vous flashez, vous photographiez, souvent de dos d'ailleurs, ce qui ne permet pas d'identifier le conducteur, et vous donnez la possibilité à tout automobiliste ou autre usager de la route qui connaît un tant soit peu ses droits, de dire « bah oui, vous avez flashé ma voiture, très bien, c'est pas moi qui conduisais. Vous pouvez prouver le contraire ?» Non, alors la loi ne vous permet pas de me sanctionner. Donc, je vais sans doute cracher au bassinet et participer avec enthousiasme aux raquettes générales en tant que propriétaire payeur, la loi Guessot de 1997. Je vais devoir payer une amende civile, on va dire ça pour simplifier, mais je n'aurai pas de perte de points, je n'aurai pas de suspension de permis de conduire, je n'aurai aucun avertissement par rapport à mon comportement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 16 ans, les pouvoirs publics ont fait le choix de la sécurité rentière, j'avais utilisé ce terme, j'y reviens, du fric plutôt que de la sécurité routière. On n'identifie plus les conducteurs, il n'y a plus aucune vertu pédagogique. Quand un gendarme vous arrêtait parce que vous aviez doublé sur une ligne continue en haut d'une côte, je peux vous dire que là, il y avait l'effet immédiat de la sanction du maître d'école qui vous avait pris la main dans le pot de confiture et qui, effectivement, un, vous sanctionnait, deux, peut prendre le permis sur le bord de la route et qui, effectivement, avait une conséquence parce qu'on identifiait l'infractionniste et on le punissait. Maintenant, c'est terminé. Parce qu'un gendarme ne peut travailler que 8 heures par jour et qu'un radar fait 24 heures sur 24, parce qu'un radar n'a pas d'état d'âme, pas de syndicat et pas de problème, on a trouvé le moyen de faire rentrer un fric fou, mais sans identifier les conducteurs infractionnistes. C'est un choix politique. Alors, nous avons subi un très bel exposé de tout ce passé extraordinaire, finalement, où du temps où le gendarme arrêtait quelqu'un, c'était fabuleux, parce que le maître d'école enseignait ce qu'il en était de la sécurité routière. Et oui, sauf que Monsieur de Caumont oublie tout simplement qu'à l'époque, 50% des PV n'étaient pas payés parce que tout simplement il y avait des indulgences. Et le notable... ah mais oui, justement, merci, je vais essayer de continuer. Et donc, à l'époque, 50% des contraventions n'étaient pas payées. Il suffisait qu'un notable, finalement, s'adresse au député local pour que le PV saute. Donc, la pédagogie, oui, mais pour le Pékin, finalement, c'est lui qui n'avait aucun contact, qui n'avait pas de relation. Mais ça a changé. Par exemple, qu'il y ait, comme M. de Caumont-Lys, de la police de la route qui reviendrait... Alors, attention, je voudrais terminer là-dessus. C'est que tout simplement, le radar, lui, il n'a pas d'état d'âme, il ne fait pas sauter les PV. Et tout simplement, on est dans la légalité entre les citoyens. Et quand on parle des indulgences qui existaient, 50% quand même, c'était pas rien, il y a eu des livres qui ont été faits là-dessus. Effectivement, c'est la circulaire de Nicolas Sarkozy qui a été envoyée dans tous les commissariats et toutes les gendarmeries et qui a aidé policiers et gendarmes parce qu'il y en avait qui nous disaient « mais moi, le matin, j'ai mis un PV et, là, et cette nuit, j'étais sur les lieux d'un accident, les gens hurlaient ». Donc, quand même, celui que vous dites à juste titre, qui connaît la route, qui connaît l'accident, bien sûr, il faudrait une police de la route. Et bien sûr, ces gens-là savent pourquoi ils ont dressé une contravention. Donc là, maintenant, on a eu un système de contrôle-sanction automatique qui a permis, effectivement, de réguler tout cela et de faire que vous, moi et tous les notables, finalement, sont assujettis à respecter les vitesses maximales. C'est la raison pour laquelle, dans les stages de récupération de points, il y a une mixité sociale extrêmement intéressante. Vous avez aussi bien l'évêque que le chef d'entreprise, que l'artisan, tout le monde y est, parce qu'il y a une égalité. Vous avez même monsieur le maire qui se flattait dans une revue de faire un stage de récupération de points tous les ans. C'est compliqué pour lui de comprendre ce qu'il en est de la sécurité routière. Donc on voit bien que là, on a une vraie préoccupation. Et la police de la route, c'est quelque chose que nous défendons également, parce qu'on voit aux États-Unis, on voit en Australie, ce sont des policiers qui sont formés.
et bien évidemment, qui sont en capacité de comprendre ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut, bien sûr, les comportements dangereux, vous avez raison de le dire, il n'y a pas le clignotant, il n'y a pas l'interdistance, on téléphone au volant, la ligne continue, alors là c'est parfaitement accessoire, il faut les contrôles d'alcoolémie, mais il y a également la vitesse, parce que j'y reviens toujours, le premier facteur déclenchant de l'accident et d'aggravation des blessures, c'est la vitesse. C'est la raison pour laquelle on a tendance à toujours vouloir faire en sorte que cette vitesse diminue, parce que dans tous les pays du monde, je ne connais pas un seul pays où la vitesse ait été augmentée et le nombre de morts est baissé. Nous attendons une publication qui arrivera peut-être un jour, mais jusqu'ici, rien. Certains pays comme la Suède font le pari radical d'atteindre à terme 0 mort sur leur route. En France, le nombre de morts baisse difficilement depuis quelques années. Donc les chiffres justement de janvier 2019 donnés par Édouard Philippe sont assez parlants. Pour mémoire, en 2013, il y avait 3268 morts sur les routes. En 2016, on était passé à 3477, donc une légère augmentation. En 2017, 3448 morts, donc on voit bien la stabilisation. Et en 2018, on est encore à 3259 morts. Donc on voit bien que ça diminue difficilement. Est-ce que l'exemple de la Suède est réalisable en France? Je vais demander à M. de Caumont cette fois-ci de répondre en premier. Est-ce que vous pensez que l'exemple de la Suède est réalisable en France? Et comment on pourrait atteindre cet objectif selon vous? Quel est l'exemple de la Suède? Parce que l'objectif 0 mort, si c'est ça l'exemple de la Suède, je n'y crois pas une seule seconde, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'une activité humaine potentiellement dangereuse, comme beaucoup d'autres activités humaines, et que même si on peut espérer parvenir à des chiffres meilleurs, on a vu avec un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni par exemple, qu'ils étaient très en avance et qu'ils arrivaient à obtenir des chiffres bien supérieurs aux nôtres. D'ailleurs, parenthèse en passant, le Royaume-Uni commence à enlever ses radars, ce qui prouve bien qu'eux, ils ont compris, comme toujours, avec 10 ou 15 ans d'avance sur nous, quelles étaient les limites de ce système. Et comme la santé financière de leur ministère des Finances n'est pas leur préoccupation principale, ils ont redéployé un certain nombre d'autres choses. Objectivement, on peut sûrement faire mieux, puisqu'on voit que d'autres pays font beaucoup mieux que nous. On n'est pas les bons élèves de la classe européenne, hein. On n'est pas en tête de peloton. Mais d'ici à dire on va arriver au 0 mort sur les routes, ça me semble totalement inenvisageable, parce qu'encore une fois, c'est une activité humaine. C'est comme si vous me disiez, on aura 0 mort Alors, disons plus simplement, est-ce que vous pensez comment on pourrait faire pour arrêter avec cette espèce de diminution très faible qu'on a depuis quelques années pour avoir une diminution plus radicale? Justement, tirer les conséquences, et c'est ce que nos politiciens sont incapables de faire, parce qu'ils sont toxicodépendants aux rentrées financières, aux rentrées fiscales que leur rapporte effectivement la politique de répression routière, le milliard, maintenant on a atteint le milliard par an, c'est réfléchir, avoir l'intelligence qu'on a dans tous les domaines de l'industrie, de l'économie, de la recherche, de dire, bon, on stagne, ça ne marche plus, on va remettre en cause nos choix. On va réfléchir à d'autres solutions, à d'autres voies à explorer. On va améliorer la formation, on va améliorer les infrastructures routières, on va améliorer la sécurité active et passive des véhicules, active pour éviter les accidents, passive pour en limiter les conséquences, type airbag ou autre chose comme ça. Bref, on va s'intéresser à tout ce qu'on n'a pas suffisamment creusé jusqu'à présent, parce qu'on avait le dogme et l'obsession absolue de la vitesse, et qu'on s'était rendu compte que c'est ce qui avait été le plus facile à réprimer, notamment avec des radars automatiques, et permettre de rentrer beaucoup d'argent. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la police de la route, on est tous apparemment d'accord là-dessus, mais il faut être conscient d'une chose. Un policier de la route qui n'est pas à l'arrêt sur le bord, en train de regarder passer les voitures devant son radar qui n'est pas automatique, mais qui se déplace pour traquer les comportements dangereux et accidentogènes, il va rapporter 10, 50, 100 fois moins d'argent par jour à l'État qu'un bon vieux radar automatique. Donc, c'est très difficile d'avoir le courage politique de décrocher de cette drogue fiscale pour dire effectivement, on va explorer d'autres solutions. Vous savez, les solutions dont je vous parle, amélioration de l'infrastructure, de la formation des conducteurs, de la sécurité des véhicules, défiscalisation des éléments de sécurité des véhicules pour qu'il n'y ait pas de sélection par l'argent, que les riches puissent avoir les voitures les plus sûres et les pauvres les voitures les plus dangereuses. Bon, toutes ces choses-là, elles ont un point commun, c'est que ça coûte de l'argent à l'État, alors que les radars automatiques et la politique de répression routière, ça rapporte un maximum. Et c'est ça la vraie solution. Si vous voulez arriver non pas à 0 mort, mais à faire sensiblement mieux, puisqu'on a vu qu'on est en zone d'étiage
ça a prouvé ses limites, tout le système répressif qui a été mis en place, et que donc maintenant c'est un échec quasi systématique. Il faut aller chercher, avoir le courage politique d'aller chercher dans d'autres directions, qui éventuellement coûteront beaucoup plus qu'elles ne rapporteront à l'État. Merci. J'ai envie de revenir à la Suède, puisque c'était la question qui était posée, il me semble. Donc, j'entends parler d'activité humaine, alors, et finalement qu'on peut attendre peu de résultats de cette activité. Je voudrais quand même rappeler qu'en 1997, lorsque la Suède a opté pour 0 mort, ils ont ensuite, dans les 10 années qui ont suivi, divisé leur mortalité par 2. Pour des gens dont on ne pouvait rien attendre, finalement, c'est un beau résultat. Ils ont actuellement 23 tués par million d'habitants. Nous en avons 53. Nous sommes dans la moyenne haute de l'Europe. C'est dire si nous n'avons pas de conseils à donner à qui que ce soit et surtout aux Suédois. Alors il y a des contrôles chez eux aussi. De même que M. de Caumont vient de rappeler la politique de l'Angleterre, je trouve ça extraordinaire. Dire que les Anglais démontent les radars. Évidemment, ils démontent les radars qui sont à l'Argentique. Et ils en ont 8000 embarqués dans des voitures banalisées où lorsque le conducteur qui est arrêté et qui n'a pas payé sa pension alimentaire ne pourra pas repartir s'il ne la paye pas. C'est dire si le modèle anglais, on ne va peut-être pas l'importer. Avant de parler de l'Angleterre, il faut savoir comment ça fonctionne. Pourquoi pas ? Revenons à la Suède. Juste un petit détail, c'est juste un chiffre que je voudrais donner parce que je n'ai pas pu faire l'introduction sur les radars. Je voudrais quand même rappeler qu'en France, il y a pas loin de 5000 radars au total. Alors, fixe, mobile, sur terre ou dans les airs, version drone, voilà. C'est important parce que vous venez de dire qu'il y avait 8000... Radars, voitures banalisées, vous imaginez la... Et ils ont 300 000 km de route, nous avons 1 million de kilomètres de route. C'est dire si on ne joue pas avec les mêmes outils, en quelque sorte. Revenons à la Suède et à cet objectif 0 tué. Je parle de 97. Et nous, en 92, dans notre association, on décide qu'on va se battre pour l'objectif 0 accident. Pourquoi ? Non pas parce qu'on est des utopistes, tout simplement parce qu'on a voulu caler notre modèle sur l'industrie. Or, là encore, activité humaine. Et pourtant, dans l'industrie, les gens se sont toujours battus pour qu'il y ait moins d'accidents dans les usines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après un accident, il y avait l'analyse des causes de l'accident pour éviter que ça ne se reproduise, que le bras de tel ouvrier soit happé ou qu'il soit écrasé par la machine. Et nous avons voulu faire la même chose. Et ce que nous disons, c'est que lorsque les gens sont sceptiques, dans tous les domaines, chacun se bat pour ne pas exposer la vie des autres. Même dans la guerre, les généraux n'exposent pas leurs soldats inutilement. Alors est-ce qu'on doit accepter sur les routes d'être en danger alors qu'il y a des mesures qui peuvent être prises qui permettront finalement de ne pas être en danger? Est-ce qu'on doit accepter d'être en danger lorsqu'on va sur le chemin de l'usine, de son entreprise, parce que ça ferait partie d'une fatalité? Non. Il n'y a aucune raison d'accepter ça. Et pour tous ceux qui disent « Ah, mais on a fait tellement de progrès », bien sûr, on était jusqu'à 18 000 tués en 72, mais on accepte toujours un certain plancher. Quand on était à 8 000 tués, les mêmes disaient « Oh, ben écoutez, on aura du mal à faire mieux ». Mais bien sûr qu'on peut faire mieux. Rappelons que nous sommes mauvais, moyenne haute de l'Europe. Nous pouvons progresser. Donc oui, bien sûr, objectif 0 accident et se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Alors justement, peut-être pouvez-vous nous en parler, comment on pourrait atteindre un tel objectif? Parce que voilà, pour la plupart, en tout cas, ça paraît quand même compliqué. La Suède ne l'a pas atteint, que je sache. Elle s'y est mise en 97, ça fait 21 ans, elle n'a toujours pas 0 accident, 0 mort. Non, bien sûr. Et pourtant, elle est vertueuse. Mais elle a quand même divisé par deux, ce qui est quand même pas mal. C'est très bien. 23... Nous-mêmes, on est passé de 18 000 à 3 000, comme vous le disiez. On a divisé par 6, oui. C'est pas vilain. Voilà, mais moi, je serais ravi qu'il y ait 0 mort, 0 accident. Donc le modèle suédois n'est pas complètement stupide. Mais franchement, je pense qu'il faut arrêter les fantasmes. Même les Suédois n'y arrivent pas. Non. Mais pourquoi vous dites ça? Je pense tant mieux si on y arrive. Vous êtes toujours dans une sorte de désinformation pessimiste. Non. Regardez, réaliste. il y a quelques années, lorsqu'il y a eu la mise en place du permis à points, puis après lorsqu'il y a eu la mise en place des radars, vous avez fait partie de ceux qui disaient, parce qu'on a eu de nombreux débats, ça fait des années que nous nous connaissons, où vous disiez, mais il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont perdre leur permis. Il y a eu un chiffre qui a été avancé à un moment donné de 2 millions de personnes. J'ai gardé ces phrases-là. 2 millions. On en est à entre 600 et 700 000. C'est à peu près stable. Or, ce ne sont pas des gens qui perdent leur permis
parce qu'il y a eu des retraits successifs de points. Il y en a 2 tiers qui n'ont jamais passé leur permis, et un tiers suivant où ce sont des fautes à 6 points parce qu'il y a un problème d'alcool. Donc tout ce qui était annoncé comme, c'était terrifiant, hein, vous imaginez, cette horde de conducteurs qui allaient perdre leur permis, c'est faux. 80% des conducteurs ont 12 points. Donc il faut arrêter dans cette espèce de désinformation pessimiste pour faire peur aux gens. Non, il faut regarder ce qu'il en est de ce que nous pouvons obtenir. Et il y a des mesures qui permettent effectivement de sauver des vies, dont ce fameux 80 km/h. Mais maintenant, vous demandiez des mesures. Eh bien, on l'a dit précédemment avec M. de Caumont. Il n'est pas tout à fait d'accord puisqu'il n'aime pas certaines technologies, mais je parlais de ISA, qui va bientôt être mis en place parce que, ça y est, les constructeurs européens sont en train de desserrer leur étau, non pas pour sauver des vies actuellement, hein, mais ils en ont besoin pour le véhicule autonome. Et puis, il va y avoir la boîte noire. Bah, évidemment, la boîte noire, elle est nécessaire dans les véhicules autonomes. On n'a jamais pu la mettre en place, sauf que, aux États-Unis, tous les véhicules, sans exception, ont une boîte noire. Pourquoi? Parce que les constructeurs ont voulu se protéger de conducteurs indélicats. Et maintenant, le NHTSA, lorsqu'il y a un accident mortel, a accès aux données de la boîte noire de ces véhicules. Alors, nous allons la voir, parce que c'est l'ADN de l'accident, et ça permettra, comme on disait tout à l'heure, de mieux connaître les causes de l'accident, ce qu'il en était de la vitesse au moment de l'impact, tout simplement. C'est important de savoir ça. Donc, nous l'aurons. Mais il faut quand même reconnaître que même les assureurs, ce qui est quand même assez paradoxal, ne voulaient pas de la boîte noire parce que ça augmentait leur contentieux. Pour des raisons économiques, ils ont bien voulu de la boîte noire pour faire des études, mais pas pour effectivement que ça bénéficie aux gens qui signent leur contrat d'assurance chez eux. C'est dire s'il a fallu que l'opinion se modifie et que les constructeurs finalement réalisent que c'est indispensable pour le véhicule autonome que nous aurons pas avant une quinzaine d'années, bien sûr. Est-ce qu'effectivement la sécurité routière ne devrait pas travailler davantage avec les constructeurs pour élaborer le développement d'équipements de sécurité? Alors on parle donc freinage automatique d'urgence, surveillance de la vigilance du conducteur, enfin une vraie aide plutôt qu'un bâton qui aiderait à taper sur le conducteur, mais plutôt une aide, un soutien voilà, pour lui permettre de mieux conduire. Qu'en pensez-vous? Alors, bien sûr que les constructeurs doivent travailler dans le sens d'une amélioration du véhicule et aider effectivement le conducteur. Mais il faut quand même rappeler plusieurs choses. Ils fabriquent depuis des décennies des véhicules inutilement rapides et puissants, et il faut quand même rappeler que lorsqu'il y a un choc entre un véhicule qui fait 800 kg et un qui fait 1200 kg, le risque est maximal, il est multiplié par 25 pour celui qui est dans le petit véhicule, et ce sont souvent des jeunes. Donc nous, ce que nous demandons, c'est des véhicules moins lourds, moins puissants, parce que ces voitures, elles ont plus d'accidents sur l'ensemble des routes, que ce soit en ville, que ce soit sur autoroute. Elles vont effectivement mettre en danger les 2 roues, tout le monde est en danger. Typiquement, si on a une limite à 130 km/h le plus élevée sur les autoroutes, pour vous, ça paraît aberrant qu'on a encore des voitures qui peuvent aller à 160, 170, 200, 210, 230. Et en fait... Vous êtes en train de nous dire que peut-être, selon vous, on irait plus rapidement vers un objectif, par exemple, 0 accident sur les routes, si on avait des voitures qui étaient tout simplement calibrées pour aller à des vitesses plus... On parle souvent de bridage des véhicules. Nous voulons que ces véhicules n'aillent pas au-delà de la vitesse, des vitesses maximales, sans être bridés. Parce que qui dit bridage, dit débridage. Vous avez des tonnes de gens sur les motos, sur les cyclos, etc., qui débrident. Nous voulons qu'à la construction même, le véhicule n'aille pas au-delà de ces vitesses. Et donc, lorsqu'on parle de 130, on parlait de la Suède tout à l'heure. Mais la Suède, elle n'a pas divisé par 2 sa mortalité en claquant du doigt. Tout simplement, les 2 fois 2 voies sont à 110. C'est quand même... sont à 100 km/h, les autoroutes à 110. Vous voyez que la vitesse a beaucoup diminué chez eux. Donc, on pourrait imaginer qu'à la construction, ces véhicules soient effectivement construits de telle façon que ça n'aille pas au-delà de 120, 130, mais il faut rappeler que les véhicules contribuent quand même à sauver des vies. Parce qu'il y a une étude faite par un Français, d'ailleurs, qui a été primé aux États-Unis, qui a montré, sur une étude de 10 années consécutives quand même, que le véhicule contribuait à hauteur de 11% pour l'amélioration de la sécurité routière, ce qui n'est pas rien. Donc, on voit bien que tout ce qui est fabrication, construction des véhicules, ça va dans le bon sens, mais pas suffisamment. Et puis, nous sommes dans une période où tout le monde parle d'écologie et il y a une urgence écologique qui va de pair avec la sécurité routière. La COP21, on devait diminuer de 29% tout ce qui provenait des transports. On a eu 3 années de remontée et seulement ces 2 dernières années,
parce qu'il y a eu le passage à 80, où on a enfin une réduction, effectivement, en ce qui concerne la consommation. Donc on voit bien que là, il y a un lien entre les deux, c'est très très important, d'où la nécessité de construire des véhicules qui soient un peu moins puissants, qui consomment beaucoup moins, parce que là encore, tout le monde y gagnera. Merci, Mme Perrichon. Sur ce problème des véhicules légers, j'écoute ce que dit Mme Perrichon, effectivement, de toute façon, plus un véhicule est léger, plus il est vertueux écologiquement parlant, ça c'est une évidence, sauf que plus on met d'aide à la conduite dans un véhicule, plus il est lourd. Vous prenez deux exemples. Prenez un exemple évident, une voiture très connue, la Golf de Volkswagen. Elle fait aujourd'hui le double du poids qu'elle faisait il y a 20 ou 30 ans. Voilà. Donc, plus vous avez de sécurité dans un véhicule, et de sécurité passive en matière d'accident, et plus vous avez d'aide à la conduite pour éviter autant que possible ces accidents, plus vous alourdissez le poids d'un véhicule. C'est malheureusement mathématique. Alors, parlons de la vitesse. Vous voulez brider la vitesse des véhicules ? Moi, je veux rien. Non, mais vous avez suggéré cette hypothèse. Si ça pouvait avoir un impact positif. Je vous souhaite bon courage. Vous allez faire comment pour brider la vitesse des véhicules ? Parce que, supposons, on va prendre un exemple, allez, on bride à 130. Bon, alors, vous bridez à 130 quoi ? Les véhicules français ou les véhicules étrangers, européens bien sûr, vendus en France. Donc, les véhicules qui vont être bridés à 130, ils vont faire comment pour les rouler en Suède, puisque Suède, c'est 110 ? Bon, donc ça veut dire que dans un patchwork européen de réglementation totalement différente, vous ne pouvez pas brider un véhicule, sauf à dire, là, la voiture que vous venez d'acheter, elle est valable pour la France, vous ne pouvez pas aller rouler à l'étranger avec. Bon, donc c'est complètement inconcevable tant qu'il n'y aura pas une réglementation uniforme, au moins au niveau européen. Et encore, après, on peut se poser la question de savoir pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller rouler au Maghreb, je n'aurais pas le droit d'aller rouler en Asie avec une voiture qui a été conçue selon une réglementation européenne. Mais déjà, si on arrivait à avoir une réglementation uniforme européenne en matière de limitation de vitesse, ça ne changerait rien pour le 50, 90, 110, puisqu'on serait obligé de brider à la vitesse la plus haute. Donc ça ne vous empêcherait pas de rouler à 130 en centre-ville. Donc il restera quand même en haut, la nécessité que l'automobiliste soit un petit peu responsable. C'est pas parce qu'on lui dira tu dépasses pas le 130 parce que la voiture elle peut pas dépasser le 130 qu'il va rouler à 50 en ville. On est bien d'accord. Donc c'est une mesurette qui n'a aucune chance de pouvoir être mise en place tant qu'il n'y aura pas une réglementation européenne, et notamment tant que les Allemands n'auront pas l'intelligence et le courage qu'ils ont depuis 45 ans, 50 ans, de ne pas accepter de limiter la vitesse sur leurs autoroutes. Et évidemment que BMW ne fabriquera pas des voitures pour la France pour pouvoir être bridées à 130, et que les constructeurs français qui sont en situation de concurrence, c'est beau la mondialisation, le libre-échange, l'Europe, etc. Mais à partir du moment où on se met en concurrence avec d'autres pays pour vendre les mêmes produits, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Il faut effectivement être capable, et c'est d'ailleurs tout ce qu'essayent de faire les Français avec succès depuis plusieurs dizaines d'années en matière de qualité des véhicules produits et de sécurité des véhicules produits, parce qu'il y a 30 ans, il valait beaucoup mieux avoir un accident avec une voiture allemande entraînés pour rouler à des vitesses élevées sur autoroute, donc très sûr, qu'avec une voiture française. Les constructeurs français ont élevé leur niveau de jeu, si j'ose dire, mais encore une fois, vous n'allez pas leur dire brider les voitures que vous fabriquez, les hauts de gamme français à 130 km/h, parce qu'ils savent qu'à partir de ce moment-là, ils ne vendront plus rien outre-Rhin, de toute façon. Donc je crois qu'on est très, très, très loin de cette option que vous nous proposez de brider les véhicules comme hypothèse d'école. Il faudra de toute façon d'abord qu'il y ait une réglementation uniforme européenne. Quoi, du coup, parce que bon, là, j'ai bien compris pour c'est un cas particulier, mais par exemple, il y a aussi le freinage automatique d'urgence, la surveillance, vigilance de la... Mais bien sûr, mais là, il y a aider à la vigilance du conducteur. Mais il y a de très bonnes choses qui sont mises en place petit à petit par les constructeurs. Encore une fois, moi je circule avec certains véhicules qui sont des véhicules très modernes. Vous savez, en matière d'autonomie, on parle de niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, bon, etc. Il y a des tas de véhicules qui ont atteint déjà des niveaux 2 ou 3, c'est-à-dire qu'ils vous apportent une aide à la conduite, qui n'est pas encore l'autonomie, bien sûr, mais qui vous permet effectivement d'être assisté dans votre comportement, dans votre conduite. Bon, quand vous avez effectivement un véhicule qui vous dit, qui fait apparaître un pictogramme en disant « attention, danger », parce que vous êtes trop près du véhicule précédent, vous arrivez trop vite sur un autre véhicule, ou vous dépassez dans des circonstances, il y a un véhicule en face qui pourrait s'avérer dangereuse, c'est une très bonne chose. Quand le véhicule décide à votre place de freiner,
Là, je ne suis plus du tout d'accord, parce que ça peut s'avérer excessivement dangereux, de la même façon qu'on voit très bien que quand vous faites un freinage dit d'urgence, si l'intelligence artificielle qui est dans le véhicule décide que, en analysant la rapidité, la puissance, l'impact de votre attaque de la pédale de frein, c'est que vous êtes en situation de danger absolu et qu'il faut immédiatement arrêter la voiture sur 2 mètres, ça peut s'avérer être une catastrophe en termes notamment de collision en chaîne, alors qu'en l'occurrence, vous aviez juste été éventuellement un peu surpris, peut-être un petit peu surréagi à une circonstance, mais que vous n'aviez pas du tout demandé à la voiture de vous déclencher un freinage 10 fois plus puissant que celui que vous envisagiez d'effectuer. Donc, les alertes, oui. Les aides contre la somnolence, oui, bien entendu. Vous faire réagir, oui, évidemment. Prendre le contrôle à votre place, vous avez compris ma philosophie, non, je ne suis pas d'accord. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est que nous sommes actuellement dans une phase où, enfin, je dis bien enfin, les gens prennent conscience qu'il y a un problème environnemental. Il y a quelques années, lorsqu'on en parlait, on était vécus vraiment comme des gens qui vivions sur une autre planète, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle, en 2004, nous avons lancé le classement de la voiture citoyenne. Et déjà, il y avait 4 paramètres qui étaient étudiés, et un des paramètres, c'était effectivement les émissions, tout ce qui concernait le CO2. Et là, croyez-moi, nous en avons entendu toutes les couleurs. Et là, je me dis que maintenant, avec cette nouvelle génération, qui se rend compte que finalement, on a été d'un égoïsme absolu. C'est moi d'abord, à la vitesse que je veux, avec ma grosse berline, et il ne faut pas qu'on limite ma liberté, parce que quand même, je veux aller là, et moi d'abord. Cette nouvelle génération commence à considérer qu'effectivement, on les a peut-être un peu oubliés. Et ils ne sont pas dans cette recherche du marqueur social qu'a connu notre génération et celle d'avant. J'achète une grosse voiture, donc j'existe. Et cette nouvelle génération est en train de nous donner des leçons, tout simplement parce que lorsqu'on entend qu'une agence près du pôle Nord a trouvé des températures à 21 degrés ces derniers temps, on se dit qu'il y a quand même une urgence climatique et que cette génération s'en rend compte et qu'elle va peut-être nous imposer enfin des transports différents, des transports en commun et des transports avec des véhicules qui ne soient pas inutilement rapides, inutilement puissants, pour lesquels finalement il y a une énorme consommation de pétrole, parce que ce n'est plus possible. On est arrivé à un point, il faut cesser cela. Donc moi je compte beaucoup sur eux. Mais je ne me contente pas de compter sur eux, puisque ça fait déjà, vous avez eu 15 ans qu'on avait lancé ce classement, et bien d'autres personnes qui, depuis des années, ne cessent de dire « arrêtez de produire ces véhicules qui, finalement, gaspillent trop d'énergie ». Depuis le 1er juillet, de nouvelles restrictions de circulation sont entrées en vigueur pour justement, à Paris en tout cas, mais aussi en région parisienne, pour limiter ou interdire purement et simplement la circulation aux véhicules les plus anciens. Donc la fameuse vignette critère 5. Dans ce contexte, et 4. Dans ce contexte, l'achat ou le remplacement de son véhicule devient de plus en plus nécessaire, ou du moins on y pousse de plus en plus. Alors je vais vous le demander directement, est-ce que la restriction anti-pollution est-elle vraiment efficace ? Ah mais, vous savez, il y a quelques années, on n'avait rien trouvé de plus intelligent que de dire, en cas de pic de pollution, les véhicules pairent une journée, les véhicules impairent l'autre journée. Donc, ceux qui avaient la chance d'avoir 2 véhicules avec, par bonheur, une plaque impaire et une plaque paire, ils roulaient tous les jours. Il y avait déjà une ségrégation sociale. Et 2, on se fichait complètement de savoir si vous aviez un véhicule polluant ou un véhicule vertueux, vous rouliez un jour sur 2, puis c'était comme ça. Bon, on est quand même devenu un peu plus intelligent. Enfin, quand je dis on, c'est nos gouvernants. Et maintenant, on part sur des critères, c'est le cas de le dire, plus intelligents en matière de pollution. Donc, sur ce principe-là, pourquoi voulez-vous que je sois contre le fait qu'on se passe des véhicules les plus polluants, non seulement en cas de pic de pollution, mais même de façon généralisée et à long terme. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je vais même aller plus loin. Il y a une prime. Moi, si vous voulez, mon problème, ce n'est pas de savoir si j'ai les moyens de m'acheter une voiture moderne, vertueuse en matière de pollution. C'est de savoir si, dans certaines grandes villes, Paris étant la caricature de ces villes en question, j'ai le droit de bannir, d'ostraciser tous les vilains pauvres qui n'ont pas les moyens d'habiter dans le centre de Paris et de bénéficier d'un bon réseau de transport en commun. Vous savez que Paris est la ville la moins automobile de France,
puisqu'il y a un taux de véhicules par habitant qui est dérisoire par rapport au reste de la France, parce qu'on peut se passer de voiture beaucoup plus facilement à Paris que quand on est dans les territoires chers à nos politiques. Et si effectivement il est acceptable socialement qu'on dise, vous les pauvres qui habitez en banlieue, vous n'allez pas venir en plus nous polluer notre air de bobos parisiens avec vos vieilles voitures, alors que nous, on a le dernier 4x4 qui vient de sortir et qui est autorisé bien souvent, non pas parce qu'il est plus vertueux en matière de pollution, mais parce qu'il est récent. Et là, il y a aussi un très gros problème à résoudre. Donc moi, je vais vous dire, sur le principe d'éradiquer les véhicules les plus anciens, les plus polluants, pour passer à des véhicules vertueux, je suis pour. Je complète ma question parce que vous l'avez évoqué, donc comme ça vous fera la réponse, vous pourrez la mettre totale. Oui. En parallèle de ça, d'ailleurs ils l'ont annoncé récemment, on va encore raboter la prime voilà, à la conversion. Donc du coup, est-ce que l'État aide vraiment les Français à changer de voiture et est-ce qu'on n'est pas dans ce cas de figure vous Eh bien, alors c'est bien le problème. On n'aide pas vraiment les pauvres à changer de véhicule et donc voilà, du coup vous savez que quand vous voulez passer d'un véhicule ancien qui vous a coûté 2 ou 3 ou 4 000 euros d'occasion, parce que vous n'aviez pas vraiment les moyens de mettre plus, et qu'on vous dit pour 15 000 ou 20 000 euros, vous allez avoir une voiture hybride ou électrique merveilleuse. Mettez donc 15 000 euros de plus, d'autant plus que votre voiture pourrie, elle ne vaut plus rien sur le marché de l'occasion, puisque personne n'en veut plus. Et pour cause, c'est logique. Bon. Donc, quand on vous dit mettez 10 ou 15 000 de plus et vous serez autorisé à venir circuler dans ma ville, bon, je dis que là, il y a un vrai problème si on ne suit pas socialement. Si on ne permet pas aux gens de changer de véhicule. Or, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les bobos écolos parisiens qui vous disent « on ne fera pas de prime, nous on veut que vous fassiez du vélo, donc on ne vous aidera pas à avoir des véhicules électriques, on n'a rien à faire. » Bon, très bien. Et puis vous avez l'État qui, heureusement, encore heureux, vous dit « bon, bah, vous les pauvres, vous êtes gentils, vous mettez votre véhicule à la casse et vous achetez un véhicule moderne et vertueux, on va vous aider. » Bon, on ne vous paye pas la différence, il ne faut pas rêver non plus, hein, mais on va vous apporter des aides. Et qu'est-ce qu'on voit? Et vous avez très bien fait de le signaler, il y a un changement. C'est qu'en fait, ce système a été victime de son succès, ce qui est quand même choquant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez le pouvoir qui vous dit, on avait budgété, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois peut-être 100 000 primes par an à peu près, on en est déjà sur la base de 200 000, on n'a plus l'argent, on ne va plus pouvoir suivre. On va plus pouvoir faire, donc il va peut-être falloir que vous continuez à avoir vos véhicules pourris, parce que, quelque part, la pollution, c'est sympa, l'écologie, c'est chouette, mais à condition que ça ne coûte pas trop cher quand même, non plus, il ne faut pas rigoler avec les caisses de l'État. Alors, il y a une mesure sur laquelle je suis d'accord, tout le monde est d'accord, de dire, éventuellement, qu'on va adapter la prime, et à la limite, la mettre sous condition de ressources. Soit des personnes qui en bénéficient, soit du type de véhicule que vous achetez. Clairement, si vous achetez un véhicule électrique à 60 000 euros, franchement, prendre la prime de 1 000, 2 000, 3 000 ou 4 000 euros qu'on vous donne, je trouve ça même indécent. Parce que vous la prenez justement à quelqu'un qui n'a vraiment pas beaucoup de moyens et à qui on va dire en septembre « Ah, bah désolé, hein, le guichet est fermé, il n'y a plus de sous, on ne peut plus vous donner d'argent, gardez votre véhicule pourri. » Donc évidemment, mettre une double condition de ressources de la personne et de valeur du véhicule haut de gamme, ça ne me choque absolument pas. Mais que le gouvernement dise aujourd'hui, on a mis cette prime en place, c'est écologique, c'est intelligent et tout le monde est d'accord là-dessus, mais on ne va peut-être pas pouvoir la maintenir quand même parce qu'on n'a plus de sous dans la caisse, moi je dis que là on insulte les générations futures. Oui, effectivement, on a des irresponsables au pouvoir. Madame Perrichon. Il est clair qu'actuellement il y a eu des primes qui ont été données et dont bénéficiaient les gens qui ont un certain revenu, puisqu'ils pouvaient acheter des véhicules électriques. Et en plus, ces gens-là, ce sont des gens qui sont dans les agglos, ou aux abords des agglos, et ça ne permet pas, effectivement, de faire de longs trajets, aller en vacances, et donc ça ne peut pas satisfaire aux besoins d'une majorité de la population. Donc, bien évidemment, ça ne correspond pas à l'attente de ceux qui ont un véhicule qui est âgé, qui ont des petits budgets et qui ne peuvent pas se permettre, effectivement, d'acheter des véhicules extrêmement coûteux. D'ailleurs, il y a eu un biais qu'on a pu constater, c'est que les gens qui avaient un véhicule ancien diesel en rachetaient un plus récent diesel. Donc ça prouve que ça ne fonctionne pas. Très bien. Et les restrictions, les critères, etc., vous pensez que ça a un impact, un effet, que ça peut être efficace, les restrictions anti-pollution sur les circulations
là, j'en reviens toujours aux fondamentaux. Bien sûr, il y a des restrictions qui peuvent être apportées, mais le plus important, si on sait l'environnement maintenant, c'est de faire baisser les vitesses maximales. L'ADEME vient de donner des chiffres, moins 4% en ce moment, en ce qui concerne la consommation de carburant. C'est quelque chose d'important. Et ce moins 4% provient effectivement de cette diminution des vitesses. Donc si on veut vraiment avoir des résultats rapidement, allons vers une diminution des vitesses, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer 120 sur l'autoroute en France. La majorité des autoroutes européennes sont à 120. D'autres moins encore. Ça veut dire que même au-delà de, c'est ça que je voulais vous demander, même au-delà des questions de sécurité elles-mêmes, même pour des questions de d'écologie, on pourrait aussi absolument aller vers l'environnement et la sécurité routière vont de pair. Ça, c'est vraiment, ce sont des fondamentaux et c'est très important de le savoir. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de dire attention, arrêtons d'acheter ces véhicules qui sont énergétivores et qui ne servent à rien, parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on peut constater? Dans ces grosses voitures, vous avez une personne, deux personnes qui vont aller à des vitesses excessives pour aller du point A au point B. Non, il faut arrêter. Ce modèle-là, il est obsolète maintenant, donc il faut penser autrement les transports. Le contrôle technique a été réformé l'an dernier. Résultat, il est plus strict et plus cher. Et par ailleurs, depuis le 1er juillet, donc les contrôles de pollution pour les diesels ont aussi été durcis. Donc par rapport à ce qu'on a dit juste avant, est-ce que vous pensez, donc je vais commencer par vous, Madame Perrichon, est-ce que vous pensez que le gouvernement va trop loin avec ce nouveau contrôle technique, ou au contraire pas assez ? Bon, et effectivement, il a été complexifié à l'envi, et ce n'est pas ça qui va faire baisser l'insécurité routière. De la même façon que nous avons toujours demandé qu'il y ait des contrôles techniques pour les deux roues motorisées, mais principalement en cas de revente. Pour nous, ça c'est important, parce qu'il y a des gens qui ont des accidents avec leur engin, qui vont bricoler après à leur manière, effectivement, pour restaurer l'engin en question, et celui qui va acheter va être en danger. Donc il faut arrêter, effectivement, de compliquer les choses. Il y a des mesures qui, effectivement, seraient bien plus profitables à la sécurité routière. Monsieur Decoman, est-ce que vous pensez que ce contrôle technique renforcé est plus cher et un bon signal ou au contraire un contrôle technique renforcé, que ce soit sur le domaine de la pollution ou sur le domaine de la sécurité des véhicules, parce qu'effectivement, avant le contrôle technique français, on voyait notamment d'occasion circuler des poubelles, mais même des dangers publics. Et d'ailleurs, la France était la poubelle de l'Europe. Beaucoup d'autres pays qui avaient des normes beaucoup plus sévères exportaient leurs véhicules d'occasion qui ne passaient plus les contrôles dans leur pays vers la France, qui en fait était... ce qu'aujourd'hui d'ailleurs nous allons faire avec les véhicules remplacés pour les exporter cette fois vers l'Afrique ou vers d'autres pays. Hein. Il faut être lucide aussi. Bon, on va leur transmettre nos poubelles dangereuses. Bon, ceci dit, qu'effectivement un contrôle technique soit plus sévère en matière de pollution, plus sévère en matière de sécurité, évidemment que ça ne peut aller que dans le sens de l'histoire en termes d'écologie, en termes de sécurité routière. Bon, après ça, on revient finalement au problème, au débat de l'accompagnement au changement de véhicule avec la prime pour les véhicules vertueux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un facteur social dans toutes ces mesures. C'est-à-dire que si on se pose la question de savoir quels sont les véhicules qui risquent de pâtir de cette plus grande sévérité en matière de contrôle, il est vraisemblable que ça ne va pas concerner les véhicules les plus récents, les plus haut de gamme, achetés par des gens qui ont les moyens de les entretenir très régulièrement, de façon très vigilante, et qui par définition passeront les contrôles les plus durs, les doigts dans le nez. Donc là aussi, sélection sociale. Donc on revient exactement à ce qu'on disait sur un autre point tout à l'heure, à savoir... Oui, il faut aller dans le sens d'une meilleure écologie. Oui, il faut aller, à travers ces contrôles techniques, dans le sens d'une meilleure sécurité des véhicules, donc d'une meilleure sécurité routière. Mais il ne faut jamais perdre de vue le facteur social, parce que si ça doit être effectivement une façon d'éliminer de la circulation des gens pour lesquels, parce qu'ils n'habitent pas dans les grandes villes trop chères, mais dans les territoires, comme on dit de nos jours, ont un besoin impératif de leur véhicule pour circuler ou pour trouver un emploi ou des choses comme ça, eh bien, on va faire une casse sociale au nom de deux éléments éminemment respectables, la sécurité routière et l'écologie. Donc là aussi, il faut que les politiques aient le courage de faire exactement l'inverse de ce qu'ils sont en train de nous faire avec la prime à la conversion, à savoir de dire on n'a pas assez d'argent pour vous aider à devenir vertueux, donc
vous allez vous débrouiller sans nous, et tant pis si vos véhicules sont retoqués par un nouveau contrôle technique beaucoup plus sévère. Je dis que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux. On peut tous aller dans le même sens, à condition que l'État soit prêt, effectivement, à mettre la main à la poche pour pouvoir défendre les objectifs dont il nous rebat les oreilles d'écologie et de sécurité routière.